SauveLife, c'est une application qui permet de déclencher des citoyens sauveteurs qui se trouvent à proximité d'un patient qui a fait un arrêt cardiaque. Quand un arrêt cardiaque survient, ça devient une course contre la montre. Chaque minute de perdu, c'est 10% de mortalité en plus. Ces volontaires SauveLife, habituellement, ils sont déclenchés quand ils sont proches d'un arrêt cardiaque pour aller faire du massage cardiaque, donc pour suppléer le cœur qui s'est arrêté. Et là, cette formation qu'on fait vise à offrir des défibrillateurs à des citoyens volontaires. Ce défibrillateur, s'il est appliqué dans les toutes premières minutes, permet de beaucoup améliorer les chances de survie. On peut arriver jusqu'à 70% de survie si le défibrillateur est posé dans les 3 premières minutes. Ils ont été sélectionnés parce qu'ils sont prêts à intervenir, prêts à utiliser ces défibrillateurs, prêts à venir se former pour le faire. Et donc voilà, là aujourd'hui, il y a 30 défibrillateurs qui vont être offerts à des citoyens volontaires. C'est très très simple. Je pense que même si on formait nos enfants à l'utilisation, ils sauraient le faire sans aucun problème. C'est léger, ça tient dans la poche, dans un sac à dos, on peut le laisser dans la voiture. Vous craquez votre appareil, vous avez 2 électrodes, une que vous venez placer au niveau de l'épaule droite, l'autre que vous venez placer au niveau de l'aisselle, et ensuite vous attendez les indications puisque normalement vous avez une application qui est en lien avec le défibrillateur, et quand vous craquez, ça déclenche l'application, et si vous êtes tout seul, au moins vous êtes guidé, parce que des fois avec peut-être un peu l'adrénaline, on a l'impression de ne pas faire les choses correctement, et au moins voilà, on a cette aide qui peut nous permettre de faire les choses correctement en attendant les secours. En plein cœur de la colline Montaut de Saint-Étienne, l'association Pierre d'Angle de Raoul et Madeleine inaugure une seconde résidence sociale. Créée en janvier 2015 à l'initiative de parents de personnes handicapées, cette association recherche des solutions de logement et d'avenir pour enfants et adultes handicapés autonomes. Pour Alain Lacassagne, président depuis 3 ans, cette inauguration est une véritable fierté. Les premiers résidents sont arrivés le 18 août à la maison Saint-Antoine. Ils étaient 4 au départ. Ils sont maintenant 9. On va dire 18 à 19 heures visite de l'immeuble. À partir de 19 heures, il y aura quelques discours. C'est peut-être pas ce qui est le plus marrant, surtout pour les résidents. Et après, il y a un temps convivial autour d'un verre et d'un cocktail. Au sein de cette résidence Saint-Antoine, de nombreuses activités encadrées sont proposées aux résidents. Et ce travail, c'est celui de Benoît Dégu, le responsable de la maison. La fonction de responsable d'une maison, donc c'est de coordonner aussi les relations entre parents et résidents, de tout ce qui est administratif, qui est un bon fonctionnement entre salariés, donc éducateurs et résidents. Un cadre calme en plein cœur de la ville qui ravit les résidents à quelques heures de la soirée d'inauguration. Je fais tout, la cuisine, l'aspirateur, je peux faire aussi le lit, je peux faire le ménage tout total. Le matin, je travaille et les éducs qui viennent me chercher tous les soirs, soit je prends la stase, soit je prends la voiture, ou soit je prends le camion. Je suis ravi de cet endroit. Il est tout simplement magique. On va présenter la maison, le Parme, là où on habite. Et voilà. Pas trop stressé ? Un petit peu. Si la résidence n'est pas encore complète avec 5 places disponibles, l'association Parme espère également ouvrir ses services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans les prochains mois. André Gazu avait 18 ans en 1956, jeune stagiaire photographe à Paris. Il est appelé sous les drapeaux français pour combattre pendant la guerre d'Algérie. Choqué par des photographies d'actes de torture, il choisit alors de déserter. Cette époque, capturée par cette photo, est le point de départ de sa carrière de photographe. Alors pour moi, c'est le choc parce que la torture, c'est le nazisme. Quand j'ai été appelé, j'ai dit j'accepte l'uniforme, mais j'accepte pas les armes. Depuis lors, le problème de la violence m'a toujours préoccupé. Et d'ailleurs, quand je regarde les reportages que j'ai faits en télévision pendant 30 ans, d'une manière non réfléchie, je veux dire, ça a été toujours le problème de me pencher sur le problème de la violence, que ce soit la violence armée, que ce soit la violence institutionnelle, que ce soit la violence dans le travail. La dénonciation du racisme, le refus de l'oppression ou encore la protection des populations civiles. 3 exemples parmi tant d'autres qui guideront le travail d'André Gazu
tout au long de sa vie. Et dans le cadre de la semaine des droits humains de l'Université de Genève, la Ligue suisse des droits humains de Genève a décidé de mettre en valeur ces clichés avec une exposition organisée dans le hall du Nid du Four. Et toutes ces images qui sont des témoignages d'un homme, d'un professionnel engagé, on peut dire, je pense qu'elles nous informent aussi sur les violations actuelles de l'état de droit en Suisse et dans le monde. Ces photos font écho quand même, ou nous permettent de réfléchir aussi à la situation actuelle ici et ailleurs. Au travers d'une trentaine de photos allant de 1956 à 2006, cette exposition placée sous le signe de la défense de l'état de droit est le témoin direct des convictions d'André Gazu. Une chose qu'on ignore, c'est qu'il y a de 2 à 1 personne seulement de combattants blessés. Mais les 9/10 ou 8/10, ce sont les civils. Et les civils, je crois comme tous les civils du monde, ils aspirent à la paix dans la justice. L'exposition consacrée à André Gazu se termine le 28 novembre prochain. Rendez-vous à l'entrée du Nid du Four pour un petit tour du monde en quelques clichés forts en symboles. Jusque dans les années 60, ce bâtiment, appelé une jasserie, était occupé par un troupeau de vaches et c'est ici qu'étaient fabriquées les fourmes. Aujourd'hui, ce lieu est préservé par le Conservatoire d'espaces naturels dans son état initial pour témoigner de cette époque-là et de nombreux travaux sont aussi menés avec d'autres associations. Aujourd'hui, c'est un lieu de travail d'abord, puisque le Conservatoire a énormément de recherches sur la nature, sur les animaux, sur les insectes, sur les plantes. Et il y a chaque année des publications scientifiques sur l'évolution donc des plantes, des espèces, etc. pour voir celles qui continuent d'exister, celles qui disparaissent malheureusement. Et puis voir ce qu'on peut faire justement pour préserver cette biodiversité qui est finalement le plus important ici. Si ce site peut être conservé, c'est aussi grâce à l'investissement de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le but de cette participation est de mettre en avant ce patrimoine et ses traditions. Pendant 5 ans, une enveloppe de 160 000 € sera attribuée chaque année à ce lieu pour le préserver. Nous avons à allouer des crédits exceptionnels parce que derrière nous, il y a une jasserie qui mérite d'être rénovée. Voilà. Alors, nous la laisserons en guillemets dans son jus malgré tout, mais qui a besoin de rénovation. Et je pense que voilà, ça coûtait de l'argent. Et donc, on a pu obtenir, voilà, je mets tout le comité à mes côtés, voilà, de par notre force et détermination, nous avons pu obtenir cette enveloppe exceptionnelle. Une enveloppe supplémentaire a aussi été allouée dans le but de faire découvrir cet endroit aux écoles primaires et aux collèges du territoire. Entre copeaux de bois et odeur de vernis, Nicolas Saumagne redonne vie aux instruments à cordes. Luthier, installé depuis 30 ans à La Roche-sur-Foron, il accueille musiciens et passionnés venus du monde entier. J'étais violoncelliste au conservatoire à Brest et donc il faut forcément passer un jour chez un luthier et ça m'a bien plu. Ensuite j'ai postulé à l'école de lutherie il y a bien longtemps maintenant et j'ai été pris. Ensuite, avec mon épouse, on est parti travailler en Belgique, à Paris, en Allemagne, à Bremen, au Canada, avant de s'installer à La Roche il y a 30 ans. Depuis, les journées s'enchaînent entre accueil des musiciens, fabrication et surtout restauration d'instruments anciens. Un travail long, minutieux, où le bois demande rigueur et patience. Ah oui, il faut être patient, oui, parce qu'on travaille des fois plusieurs mois sur un instrument. Ici, chaque instrument avance à son rythme, certains restent plusieurs mois, parfois plusieurs années sur l'établi. Le temps de restauration d'un instrument, c'est très variable. On peut parfois passer une dizaine de jours, ce qui est une petite restauration. Et il y a des instruments qui peuvent rester plusieurs années à l'atelier. J'ai un violoncelle qui est resté 4 ans. Son savoir-faire attire des musiciens du monde entier, Suisse, Italie, Japon, États-Unis. Un niveau d'exigence qui s'est illustré récemment avec la restauration d'un violon unique, récompensé par le prix Artinov. On a reçu le prix de la dynamique artisanale pour un projet de restauration sur un Amati. C'était le
le maître chez qui a appris Stradivarius. Et donc ce violon avait été dégradé avec un ajout de vernis conséquent dessus. Et on a fait faire une stratigraphie avec le laboratoire de biosciences de Polytechnique Paris pour pouvoir savoir les différentes couches de vernis qui avaient été posées sur l'instrument. Et donc j'ai dû retirer les vernis qui étaient sur le dessus. Pour notre métier, c'est d'avoir cet outillage de stratigraphie, c'est une révolution. Parce qu'avant, on travaillait à l'aveugle, sans savoir ce qu'il fallait qu'on retire, comme font les gens qui rénovent les tableaux pour essayer de retrouver les couleurs d'origine. Et nous, on partait aussi à l'aveugle, et avec cet appareil-là, c'est la révolution, quoi. Dans son atelier, Nicolas Saumagne perpétue un savoir-faire ancien, tourné vers l'innovation. Une reconnaissance pour un artisan qui redonne vie aux instruments d'hier. Des fils qui s'entremêlent pour sceller l'union de deux destins mêlés. Sous les doigts magiques de Jonas Olozouzian, les rêves de mariage deviennent tangibles et se concrétisent de fil en aiguille en robes resplendissantes. Qu'est-ce qui m'attire ? Je pense que c'est vraiment l'envie de pouvoir créer, de pouvoir accompagner mes clientes dans le choix de leur matière, de pouvoir les conseiller sur la forme, sur leur morphologie, la colorimétrie. C'est vrai que quand on crée, c'est vraiment un package et il y a plein de choses à prendre en compte. C'est pas juste on décide de créer comme ça. C'est en fait, il y a tout un travail en amont de tout ça, de la création d'une robe. Jonas est à peine trentenaire, mais il a déjà le palmarès d'un artiste chevronné d'envergure nationale. Depuis maintenant 10 ans, il crée des robes de mariage et de soirée pour des femmes venant de la France entière. Une success story à l'Iséroise qui s'est bâtie depuis son petit atelier près de Vienne, et bien qu'il vit à présent dans le sud, il tient toujours à exploiter son talent là où sa créativité est née. Dans le département, on a beaucoup de fournisseurs, donc c'est vrai que et puis j'ai toujours été attiré par ce côté un petit peu made in France, puisque j'ai travaillé chez des grands noms de la robe de mariée. Donc oui, pour moi, c'était hyper important de mettre tout ça en avant. Pour avoir la chance de briller pour la soirée d'une vie, il faut compter au moins 2 000 € et 1 an pour la fabrication de la robe. Un délai nécessaire pour combler au mieux les désirs de ses clientes. En contact permanent, Jonas donne du sens à leurs indications et grâce à chaque retouche, réduit l'espace entre la réalité du tissu brut et le rêve d'un mariage mémorable. Un talent qui a reçu la plus belle des reconnaissances lorsqu'il a habillé les candidates des Miss France en 2023 et 2024. J'avais celle-ci qui avait été portée par Indira Ampio. C'était Miss France 2023, si je ne dis pas de bêtises. Robe entièrement brodée de cristaux en dentelle de Calais. Et on avait fait en sorte que la robe soit retravaillée de façon à ce qu'elle ressemble à la couronne. C'est une robe qui est inestimable et il y a beaucoup d'heures de travail dessus. Mais pour vous donner une fourchette, entre 5 et 7 000 €. Jonas ne se limite pas qu'à ses clientes. Pour exercer sa créativité et entretenir sa popularité grandissante, il continue d'habiller des mannequins et de participer à des défilés pour le plaisir des yeux de tous, notamment en Isère.